Tout le monde sait à quoi ressemble un cercle. Pourtant, cette figure a donné naissance à de nombreuses questions mathématiques, dont certaines sont encore aujourd'hui sans réponse. Depuis sa découverte, le nombre pi a intrigué et passionné de nombreuses personnes. Combien vaut-il? Quelle est la valeur du nombre pi? Les physiciens vous répondront que pi égale 3. Mais ici, on est là pour faire des maths, et il nous faut la valeur exacte de ce nombre. Dans cette vidéo, nous allons explorer les mystères de ce nombre. C'est parti pour une nouvelle aventure. Pour rappel, le nombre pi est défini comme le rapport du périmètre sur le diamètre d'un cercle. C'est-à-dire que pour tout cercle, la longueur du diamètre fois pi va être égale au périmètre de ce cercle. La plus ancienne utilisation du nombre pi remonte il y a plus de 4000 ans. Il s'agit des Babyloniens, qui ont réussi à approximer pi à 3 plus 1 huitième, soit 3,125, soit proche de 0,5% de la valeur exacte. Il est d'ailleurs à noter que les Babyloniens utilisaient la base 60 au lieu de notre base 10. C'est d'ailleurs grâce à eux que nous avons 60 minutes dans une heure et 60 secondes dans une minute. À la même époque, ce sont les Égyptiens qui ont évalué pi à 256 sur 81, en comparant l'aire d'un cercle à celle d'un carré dont le côté est le diamètre du cercle diminué de 1 neuvième. Par la suite, durant toute l'Antiquité, de nombreuses approximations de pi vont avoir lieu. Cependant, toutes ces approximations ont un point commun. Elles sont toutes basées sur de la géométrie et ont pour but de calculer l'aire ou le périmètre d'un cercle afin de pouvoir estimer pi. Cette approche géométrique va avoir un inconvénient majeur, comme on le verra par la suite. Voici par exemple la méthode qu'utilisait le célèbre grec Archimède, au IIIe siècle avant notre ère. Pour calculer le périmètre du cercle, Archimède a pris un polygone un peu plus petit que le cercle, qu'on appelle polygone inscrit, et un deuxième polygone juste un peu plus grand, qu'on appelle polygone circonscrit. On a ensuite alors que le périmètre du cercle est inférieur au périmètre de notre polygone rouge et supérieur à celui du polygone bleu. Ensuite, il suffit d'augmenter le nombre de côtés des deux polygones pour que les polygones soient de plus en plus proches du cercle, et donc obtenir une meilleure approximation du nombre pi. Grâce à cette méthode, Archimède a réussi, en utilisant des polygones à 96 côtés, à prouver que pi est entre 3 plus 10 sur 71 et 3 plus 1 septième. Durant la fin de l'Antiquité, d'autres mathématiciens ont aussi essayé de calculer pi. Il y a notamment le chinois Zhou Chongzhi, au 5e siècle, qui a réussi à obtenir pi avec 6 décimales de correct avec l'approximation pi environ égale à 355 sur 113. Cette fraction est d'ailleurs la meilleure approximation de pi avec moins de 5 chiffres au dénominateur. Du côté de l'Inde, c'est le mathématicien Aryabhata qui, au 6e siècle, calcula pi avec 4 décimales de correct. On arrive maintenant au Moyen-Âge, qui est une période plutôt vide en termes de progrès mathématiques. Ainsi, il n'y eut aucun progrès sur le nombre pi pendant près d'un millénaire. Ce n'est qu'au XIVe siècle qu'un mathématicien indien nommé Madhava de Sangamagrama a découvert une nouvelle méthode permettant de calculer pi, en utilisant une série infinie. Je m'arrête ici un instant pour que vous puissiez comprendre à quel point cette formule est incroyable. Pour la première fois, on a une méthode pour calculer pi qui n'utilise pas de géométrie. Avec cette méthode, il est très facile de calculer quelques dizaines de décimales. Si vous voulez connaître les 100 premières décimales de pi, il suffit de calculer le double, donc les 200 premiers termes de cette série. Et si vous vous demandez comment Madhava a découvert cette formule, il a utilisé le développement en série entière de la fonction arctangente. La fonction arctangente peut s'écrire comme ceci. Puis, pour le cas x égale 1 sur racine 3, on a arctangente de 1 sur racine 3 égale pi sur 6, ce qui nous permet d'obtenir le résultat voulu. On peut également noter que pour x égale 1, on obtient cette autre formule, connue sous le nom de série de Madhava-Leibniz, qui a été redécouverte par Leibniz en 1674. Cependant, cette dernière formule converge très lentement et ne permet pas de calculer de nouvelles décimales de pi. La dernière approche géométrique de l'histoire est due à Ludolf von Soelen, au début des années 1600, qui a réussi à calculer correctement 35 décimales de pi en utilisant un polygone à 2 puissance 62 côtés, à l'aide de la même méthode qu'utilisait Archimède. Les décimales ont d'ailleurs été inscrites sur cette tombe. C'est ici qu'on a atteint les limites de l'approche géométrique. Von Soelen a passé la majorité de sa vie à calculer les décimales de pi, et pourtant, son approche géométrique ne lui a permis d'obtenir seulement 35 décimales. C'est pour cela qu'à partir du XVIIe siècle, tous les records du nombre de décimales calculées sont faits avec des outils d'analyse, comme les sommes et les produits infinis. Voilà par exemple une formule découverte par John Machin. En utilisant de la même manière que pour la formule de Madhava, le développement en série entière de la fonction arctangente,
John Machin est devenu la première personne à calculer correctement 100 décimales de pi, en 1706. L'utilisation de la fonction arctangente a également permis, jusque dans les années 80, la découverte d'autres formules. Ces formules sont aujourd'hui connues sous le nom de formules de Machin, et ont permis à William Chance de calculer en 1874 707 décimales de pi, même si malheureusement il n'y en avait que 527 de correctes. Revenons maintenant au XVIIIe siècle, où le célèbre Léonard Euler a découvert l'une des formules les plus belles et les plus importantes de son époque. La série des 1 sur k carré, donc 1 sur 1 au carré, plus 1 sur 2 au carré, plus 1 sur 3 au carré, etc., est égale à pi carré sur 6. Cette formule est par sa simplicité et son élégance est aujourd'hui devenue extrêmement célèbre. Malgré tout, cette formule a une convergence plutôt lente et ne permet pas de calculer plus de décimales de pi. Les progrès suivants n'arriveront seulement au début du XXe siècle, avec l'arrivée d'un des plus grands mathématiciens indiens de tous les temps, Ramanujan. Ramanujan avait une intuition exceptionnelle, ce qui lui permit de découvrir de nombreuses formules, comme celle qui s'affiche actuellement. C'est d'ailleurs ces formules qui ont inspiré la formule utilisée par le record actuel de décimales de pi. Le seul défaut de Ramanujan, c'est qu'il ne prouvait jamais ses résultats, ce qui fait qu'il a fallu de nombreuses années après sa mort pour vérifier que toutes ces formules sont correctes. On arrive maintenant à l'époque des ordinateurs. À partir des années 50, tous les records du nombre de décimales sont faits avec des ordinateurs. Et le dernier record en date, fait avec les super ordinateurs de Google en 2022, est de 100 000 milliards de décimales. Et voici la formule utilisée. Oui, elle est monstrueuse, mais cette formule est le résultat de plusieurs siècles de mathématiques. Si cette formule existe, c'est grâce à tous les mathématiciens dont je vous ai présenté. Archimède, Madhava, Leibniz, Euler, Ramanujan et bien d'autres encore. Vous connaissez maintenant l'histoire du calcul des décimales de pi. Mais je vous ai dit au début de la vidéo qu'il existait plusieurs problèmes sur le nombre pi, dont certains ne sont toujours pas résolus. Par exemple, on peut se demander, ça sert à quoi? Pourquoi est-ce que tant de mathématiciens ont essayé de calculer les décimales de pi? Eh bien, la réponse est que ça ne sert à rien. Calculer plusieurs milliards de décimales de pi n'a absolument aucune utilité pratique. On a quand même besoin de quelques décimales pour effectuer les calculs, mais on en a besoin en réalité de très peu. Par exemple, pour connaître la circonférence de l'univers visible avec la précision d'un atome d'hydrogène, tu n'as besoin de seulement 42 décimales. Autrement dit, on n'aura jamais besoin de plus de 42 décimales de pi en pratique. Si les mathématiciens calculent autant de décimales de pi, c'est uniquement par défi. Qui réussira à trouver la meilleure formule? Qui sera le premier à calculer les prochaines décimales de pi? Voici maintenant l'un des problèmes les plus célèbres qui a mis plus de 2000 ans avant d'être résolu. La quadrature du cercle. Durant l'Antiquité, les Grecs adoraient la géométrie. Et plus précisément, ils faisaient de la géométrie en utilisant uniquement une règle non graduée et un compas. Avec seulement ces deux outils, on peut tracer toutes sortes de figures, des cercles, des carrés, des triangles équilatéraux, etc. Mais une question que les Grecs n'ont pas réussi à répondre est: est-il possible de tracer un cercle et un carré qui ont exactement la même aire? C'est ça la quadrature du cercle. Mais tout d'abord, voici les différentes opérations qu'on peut effectuer avec seulement une règle et un compas. On peut assez facilement effectuer des additions et soustractions en traçant plusieurs segments alignés. On peut également, à l'aide du théorème de Thalès, effectuer des multiplications et des divisions. Enfin, en étant un peu plus malin, on peut également calculer des racines carrées. Par exemple, la manière la plus simple d'obtenir racine carrée de 2 est de tracer la diagonale d'un carré de côté 1. Cependant, si on prend un cercle de rayon 1, alors le cercle aura une aire de pi, et pour obtenir un carré qui a exactement la même aire que ce cercle, il faut alors tracer un carré de côté c égale racine carrée de pi. C'est pour cela que la quadrature du cercle est impossible. Il est impossible de tracer un segment de longueur exactement racine carrée de pi. Mais pourquoi? Tout d'abord, il faut savoir quelles sont les longueurs de segments constructibles avec la règle et le compas. Les seuls nombres constructibles sont ceux obtenus à partir du nombre 1 par les opérations addition, multiplication, soustraction, division et racine carrée. Ce qui signifie que ce nombre peut être construit, alors que la racine cubique de 2 ne peut pas être construit. De plus, on peut remarquer que tous les nombres constructibles sont algébriques, c'est-à-dire qu'ils sont solutions d'une équation polynomiale comme celle-ci. Par exemple, le nombre racine de 2 sur 3 est algébrique, car il est solution de l'équation 9x² égale 2. Ainsi, pour prouver que la quadrature du cercle est impossible, il suffit de montrer que pi n'est solution d'aucune équation polynomiale à coefficient entier. Autrement dit, il faut montrer que pi est transcendant.
Comme pour le calcul des décimales de pi, il va falloir attendre le début de l'analyse avant de voir apparaître de réels progrès. Ainsi, ce n'est qu'en 1761 que Jean-Henri Lambert a démontré que pi n'est pas rationnel, c'est-à-dire que pi ne peut pas s'écrire sous forme de fraction de 2 entiers. Il s'agit d'une découverte majeure, mais cela ne suffit pas à résoudre la quadrature du cercle. En effet, racine carrée de 2 aussi n'est pas rationnel, mais racine carrée de 2 reste un nombre constructible. Finalement, Ferdinand von Lindemann a réussi à prouver en 1882 que pi n'est pas algébrique, et donc qu'il est impossible avec une règle et un compas de construire un cercle et un carré de même R. La quadrature du cercle est impossible. Pour finir, voici une liste de problèmes sur le nombre pi qui n'ont pas encore été résolus. Tout d'abord, est-ce que les tomes complets d'Harry Potter apparaissent dans pi? La question est de savoir si pi est un nombre univers ou non, c'est-à-dire, est-ce que n'importe quelle suite de chiffres apparaît à un moment dans pi? Si c'est le cas, alors on peut coder chaque lettre par un nombre, ce qui permettrait de trouver n'importe quel livre et suite de caractères dans les décimales de pi, y compris par exemple tous les tomes d'Harry Potter à la suite. Beaucoup de mathématiciens pensent que c'est le cas, mais en réalité on ne sait pas encore si pi est un nombre univers ou non. Un autre problème est de savoir si on peut calculer la énième décimale de pi sans avoir à calculer toutes les décimales précédentes. Est-il possible de calculer la décimale 1 milliard sans avoir besoin de calculer toutes les décimales précédentes? On sait déjà grâce à cette formule qu'il est possible de le faire en base 16. Cependant, on n'a pas trouvé à l'heure actuelle de formule similaire en base 10. Pour finir, la question la plus importante et qui n'a toujours pas été résolue, est-ce que pi est capable de finir Pokémon Saphir? Il y a bientôt 3 ans, la chaîne Twitch Winning Sequence a lancé un live où pi essaye de battre Pokémon. Le concept est simple. Chaque chiffre est associé à une touche, et à chaque seconde, on défile une décimale de pi. Évidemment, pi est toujours coincé à la ville de départ, mais il a récemment réussi à capturer 3 Pokémon. Je vous mets le lien dans la description. C'est la fin de la vidéo. Cette vidéo m'a pris beaucoup de temps à faire, donc si vous voulez en voir plus, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Ça m'aide énormément.